Mesdames, Messieurs, d'abord je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Voilà, on a, je pense, la totalité des médias landais. Donc ça fait toujours plaisir de voir que vous ayez répondu à notre invitation. Et très heureux d'être là pour vous présenter aujourd'hui le comité qui soutiendra dans les Landes la candidature d'Anne Hidalgo et le programme évidemment que l'on va soutenir. Comme vous le voyez, il ne manquera évidemment aucun socialiste landais pour défendre cette candidature, qui est la nôtre, puisque nous l'avons désignée à l'automne dernier, très massivement en tout cas dans cette fédération. Et donc le programme évidemment qui est issu du travail du Parti Socialiste, et en particulier un des nôtres, puisque c'était la cheville ouvrière de ce programme au moment du Congrès, qui est Boris Vallaud. D'autres ont participé, comme Éric Kerrouche, mais aussi sur le travail qui a été fait par les parlementaires pendant 5 ans, puisque la particularité un peu de l'opposition qu'on a voulu faire pendant 5 ans par rapport au macronisme ambiant, c'est non seulement être en opposition, mais aussi être en proposition. Et notamment, je pense au dossier des retraites, Monique Lubin était un des fers de lance pour les socialistes français, et donc une fierté pour notre fédération en termes de propositions sur cette thématique. Quelques mots un peu sur la situation. On est aujourd'hui à la fin d'un quinquennat. Et ce que l'on peut constater, c'est que quand même jamais notre pays a été aussi divisé. C'est vrai qu'avec ce climat de crise sanitaire, on finirait un peu par oublier les 3 premières années d'Emmanuel Macron, qui ont été marquées quand même par de très nombreux mouvements sociaux. Évidemment, on a tous en mémoire celui des Gilets jaunes. Et on va dire sur le fond, on est aussi marqué par un certain nombre de mesures qui ont été prises dès le départ du quinquennat, et je pense notamment aux mesures fiscales qui ont profondément marqué du sceau de l'injustice ce quinquennat. Je pense évidemment à la suppression de l'ISF, je pense aussi à la flat tax, et aujourd'hui on commence à voir les résultats concrets, statistiques de cette politique fiscale et sociale dans le pays. J'oublie aussi évidemment la réforme de l'assurance chômage, et on commence à voir les résultats concrets de cette politique avec une augmentation significative des inégalités dans ce pays. Entre parenthèses, sur le quinquennat d'avant, on avait réussi à réduire ces inégalités. Donc il faut faire aussi un bilan objectif de tout ce qui s'est passé. Mais la réalité là, elles se sont creusées. Donc, premier constat, c'est qu'en tout cas, le ruissellement qui était attendu et qui est dans la logique un peu du programme de M. Macron, il a existé, mais en fait pour les plus riches, pour une infime minorité de la population. Et pour revenir au programme d'Anne Hidalgo, je crois que s'il est centré sur un certain nombre de mesures, vous le verrez, hein, je vous ai fait un petit dossier de presse, il y a l'ensemble du programme avec l'ensemble des 70 mesures, les 8 chapitres principaux du programme. Vous verrez que c'est extrêmement complet, ça balaye de très nombreux thèmes, mais en fait, il repose avant tout sur 3 piliers, 3 urgences, que sont l'urgence sociale, l'urgence écologique et climatique, et l'urgence démocratique. Et on va dire sur ces 3 thèmes, aujourd'hui, il y a une forme de faillite, et on comprend aussi ce détachement qu'ont les citoyens français par rapport à la situation vis-à-vis de la gestion des politiques publiques dans ce pays, vis-à-vis des partis en général et de la politique en général. Le sentiment que finalement, les élus, les assemblées, les politiques publiques ne font pas grand-chose pour améliorer leur sort. Voilà un peu ce que je voulais vous dire en introduction, et je voudrais aussi laisser la parole à mes camarades qui sont là aussi en soutien de la candidature d'Anne Hidalgo et répondre aussi à vos questions. Peut-être, Boris, toi qui étais une cheville ouvrière de ce programme, nous en dire un peu plus justement sur ces différentes propositions et cette architecture. Oui, bien sûr, avec plaisir. D'abord pour vous remercier d'être là. Pour vous dire qu'évidemment on arrive à la fin d'un quinquennat et dans une année électorale qui est à la fois l'occasion d'un bilan et d'un débat. Éric Giacomo vient de l'esquisser s'agissant du bilan. Si nous devions être, j'allais dire, juste
et retenir un certain nombre de mesures positives de ce quinquennat, nous serions conduits à nous dire que les Français sont allés les chercher elles-mêmes. Qu'il aura fallu le mouvement des Gilets jaunes, un mouvement pour le pouvoir de vivre, pour la dignité au travail, pour le travail qui paye, pour qu'il y ait quelques mesures pour le pouvoir d'achat, bien insuffisantes néanmoins. Il aura fallu des grandes manifestations par les rues, avec la jeunesse qui se mobilise, dans toutes nos villes, dans toutes les capitales du monde, pour que nous ayons quelques mesures en faveur de la protection de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique. Il aura fallu une pandémie mondiale, il aura fallu des centaines de millions de personnes contaminées, de très nombreux morts pour qu'il y ait le Ségur de la santé. Rien de ce qu'ont obtenu les Français ne leur a été donné spontanément, auront été le fait d'un choix politique raisonné. À chaque fois que cela devait procéder du débat démocratique, du débat parlementaire, du dialogue social, ça a été non. La réforme de l'assurance chômage s'est faite pour la première fois contre l'avis des partenaires sociaux. Lorsqu'au cœur de la crise, nous défendions, prenant appui notamment sur la proposition d'expérimentation formulée par les départements socialistes, dont le département des Landes, nous proposions la création d'un minimum jeunesse. C'était non, alors que cette jeunesse venait grossir les rangs des banques alimentaires. Lorsque, soulignant à la fois l'urgence sociale et l'urgence environnementale, nous plaidions pour une méthode saluée par toutes les ONG pour sortir 12 millions de Français de la précarité énergétique, c'était non. Parfois, le gouvernement semblait faire, mais en réalité, il faisait semblant. Il dédoublait les classes dans un certain nombre de quartiers REP et REP+, ce dont nous nous félicitions, puisqu'il le faisait avec les postes que nous avions créés dans le précédent quinquennat. Mais dans le même temps, il recommençait, comme quoi il y a un atavisme chez M. Blanquer autour de ce sujet, il recommençait à supprimer les postes. 7000 postes supprimés dans le dernier quinquennat, c'est l'équivalent de 166 collèges fermés. Lorsqu'il disait « j'augmente l'AAH », il refusait la déconjugalisation, considérant que, au fond, le handicap était partagé entre les deux membres du couple. Et je pourrais multiplier les exemples. Alors, question d'un bilan et d'un débat, pour dire que Emmanuel Macron a moins gouverné les crises qu'il a subies qu'il n'a été gouverné par elle, et que demain, nous aurons le vrai Macron. Les Français auront le vrai Macron. Sans phare et sans masque. Sans masque parce que j'espère qu'on aura surmonté cette crise sanitaire, et sans masque aussi parce que Emmanuel Macron montrera qui il est. Après le quoi qu'il en coûte, et Monique Lubin le disait tout à l'heure dans l'hémicycle du conseil départemental, va se poser la question de savoir à qui il va en coûter. Et il en coûtera à celles et ceux que nous avons applaudis à 20h, parce qu'il y a chez Emmanuel Macron une aspiration à un retour à la normale sans changement de modèle. Ça se fera, quoi qu'il en dise, par des augmentations d'impôts, et il en a déjà décidé, puisque le remboursement de la dette sociale, via la caisse d'amortissement de la dette sociale, devait s'achever en 2024, et qu'il a prolongé les impôts qui viennent l'alimenter jusqu'en 2036, pour tout le monde. Ça adviendra à travers des économies sur les services publics qui sont le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, et que nous défendons partout avec vigueur. Je l'ai dit, ça a commencé dans l'éducation nationale, ça se prolongera par le pays. Et puis ce sera moins de droits pour les Françaises et les Français, parce que ce que Emmanuel Macron prétend donner d'une main, il le reprend de l'autre. La réforme de l'assurance chômage, c'est 1,15 million de chômeurs qui vont voir leurs droits baisser. Et demain, ce sera la réforme des retraites. On sait déjà que le souhait d'Emmanuel Macron, c'est que chacun travaille plus longtemps. Est-ce que c'est 65 ans? Est-ce que c'est 67 ans, comme le suggère l'un de ses principaux soutiens, Édouard Philippe? Je vous rappelle qu'à 62 ans, un quart des 5% de Français les plus pauvres sont déjà morts. Et que le projet qui consisterait à ce que, en repoussant l'âge de départ légal à la retraite, le nombre de ceux-là s'accroisse, évidemment, serait d'une grande injustice. Mais voilà le vrai Macron pour demain. Alors face à ça, en effet, face à un président qui a été le président de quelques-uns, eh ben, nous on veut une présidence pour tous. Et en particulier pour les classes populaires et les classes moyennes. Et Anne Hidalgo, par son histoire personnelle, fille issue de l'immigration, fille d'ouvriers, née à l'étranger, qui a grandi dans des quartiers populaires,
qui, par l'école, a fait des études, est devenue inspectrice du travail et, par son engagement, est aujourd'hui devenue maire de Paris et notre candidate. Eh bien, ce chemin-là, elle le veut pour toutes celles et tous ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre. Quand ils ont un travail et quand ils arrivent à en vivre. Et ici, nous nous battons au quotidien, et nous l'avons encore dit ce matin à l'Assemblée départementale, en parlant de la reconnaissance des services d'aide à domicile, de ces femmes, de ces milliers de femmes qui travaillent auprès de nos anciens. Nous voulons être aux côtés de toutes celles et tous ceux qui, au fond, n'ont pas de candidat, si ce n'est Anne Hidalgo dans cette campagne. Donc c'est un programme qui s'attaque à 3 urgences, Éric l'a dit. L'urgence sociale, qui est très centrale dans ce projet, à travers la reconnaissance du travail, l'augmentation des salaires, l'augmentation de 15% du SMIC, l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, la réduction des écarts de rémunération, la facilitation des transitions professionnelles, parce que c'est avec les ouvriers d'aujourd'hui que nous voulons construire l'industrie de demain, parce que c'est avec les paysans d'aujourd'hui que nous voulons construire l'agriculture de demain, là où aujourd'hui ils sont face aux grandes mutations à l'œuvre, laissés sur le bord du chemin par ce gouvernement qui compte essentiellement sur le chacun pour soi, pour ne pas dire sur le sauf qui peut. La deuxième urgence, elle est environnementale, parce que c'est un impératif bien compris, non pas une promesse funeste pour les générations à venir, mais quelque chose que nous vivons aujourd'hui au quotidien dans notre chair. C'est la raison pour laquelle il y a parmi les propositions des propositions fortes et qui donnent aussi à voir la façon dont nous considérons la question environnementale. On n'est pas pour une économie bourgeoise, une écologie bourgeoise des centres-villes. On est pour une écologie populaire, une écologie des vulnérables, une écologie qui desserre la ceinture de toutes celles et tous ceux pour lesquels les inégalités sociales se superposent aux inégalités environnementales. Nous voulons une écologie qui permette de mieux vivre, de mieux se déplacer. C'est la raison pour laquelle il y a des propositions sur les mobilités, sur la TVA réduite, sur le train, sur le leasing social, pour que les plus modestes des Français, qui sont dépendants de leur voiture, puissent avoir des véhicules électriques abordables. À travers la rénovation thermique des bâtiments, dont j'ai dit qu'elle nous permettra de sortir 12 millions de Français qui vivent aussi mal, qui se chauffent mal, de la précarité énergétique en 10 ans. Ça permettra donc de mieux vivre, de mieux se déplacer, de mieux se loger, de mieux se nourrir aussi. Il y a des propositions très concrètes sur l'agriculture, sur la lutte contre l'accaparement des terres, sur la facilitation de l'installation des agriculteurs, et on sait à quel point dans notre département c'est important. Il y a ensuite une troisième urgence qui est démocratique, et ces 3 combats évidemment ne sont pas disjoints, et ça je laisserai Éric Kerrouche en dire un mot parce qu'il a été l'aspirateur de beaucoup des propositions qui ont été faites, et qui tire le constat aussi d'une présidence qui a épuisé la Ve République, qui s'est montrée incapable des grands compromis républicains dont nous sommes capables dans l'histoire et dont la République se grandit. Et puis 2 sujets qui sont 2 sujets importants, auxquels nous tenons, la question de l'éducation, avec la revalorisation des salaires des enseignants, de leur parcours professionnel, de leur formation initiale et continue, la reconnaissance de l'innovation pédagogique. Et l'innovation pédagogique, c'est à l'école publique, au premier chef, à travers aussi la lutte déterminée contre les ghettos scolaires, puisque vous le savez, il y a certains établissements qui cumulent toutes les difficultés quand d'autres n'en accueillent aucune, et nous prétendons que si nous voulons faire nation, si nous voulons vivre ensemble, eh bien, il nous faut aussi grandir ensemble. La question de l'éducation est évidemment fondamentale, et celui du soutien de la jeunesse, évidemment tout à fait important, puisque Anne Hidalgo reprend à son compte à la fois le minimum jeunesse et la dotation en capital de 5 000 € pour que démarrer dans la vie ne soit pas le privilège de quelques-uns. Deuxième sujet important, c'est celui de la santé, particulièrement après la crise de la Covid. Nous savons la dette que nous avons à l'endroit des soignants qui se sont mobilisés et qui continuent de se mobiliser encore puisque nous ne sommes pas sortis de cette affaire difficile. C'est la reconnaissance de la centralité de l'hôpital dans une politique qui doit être guidée non pas par des indicateurs financiers, mais par des indicateurs de santé publique, et postuler un horizon qui soit celui d'une société de pleine santé, avec la lutte déterminée contre les déserts médicaux, et nous savons ici dans les Landes à quel point nous ne sommes pas à égalité avec un certain nombre d'autres territoires dans la possibilité de nous faire soigner, d'obtenir sans délai des rendez-vous. Et puis nous mettrons le paquet aussi sur la question de la prévention,
la prévention en santé, avec la santé environnementale, avec la santé mentale, qui deviendra l'une des priorités, un grand chantier, une grande cause de ce quinquennat. On est guidé par un impératif de justice, de reconnaissance du travail et de l'amélioration du pouvoir de vivre. Voilà tout ce que porte la candidate que nous soutenons et un projet dans lequel nous voyons aussi, j'allais dire, les traces de ce que les collectivités locales socialistes ont engagé parfois depuis de longues années. Voilà. Merci Boris pour cet éclairage particulièrement complet d'un programme que vous le voyez extrêmement complet. Aujourd'hui, je n'ai pas vu d'autres d'ailleurs candidats putatifs aujourd'hui faire l'étalage de leur véritable programme pour les 5 ans à venir et pour les Français, même avec un horizon un peu plus lointain dans notre programme, parce que souvent on parle effectivement de 2020, 2050, 2030, enfin 2030, 2050, et donc une volonté de s'inscrire dans l'avenir. Peut-être un point complémentaire, on parle aussi d'économie, on parle aussi d'industrie, on parle aussi de réindustrialiser notre pays, parce que lorsqu'on parle de lutte contre le réchauffement climatique, un des premiers postes aujourd'hui pour la France sur le réchauffement climatique, c'est nos importations. Donc, récupérer une partie de notre souveraineté industrielle est un élément essentiel, que ce soit en industrie d'ailleurs, ou sur la partie alimentaire, un élément essentiel du programme d'Anne Hidalgo. Donc, je voudrais passer la parole à Éric Kerrouche, qui a été la cheville ouvrière du programme sur la partie démocratie, puisque c'est un pilier fort du programme, après un quinquennat qui a beaucoup divisé les Français, écarté les citoyens de la politique, piétiné les corps intermédiaires, et y compris les parlementaires, et je pense qu'il y a beaucoup à faire. Éric Kerrouche va vous en parler. Oui, sur l'aspect démocratique, effectivement, Boris l'a dit, on est arrivé à la fin de l'exagération du modèle de la Ve République, avec un président qui a concentré l'intégralité des pouvoirs, avec un Parlement qui, pour la première fois, procédait complètement de ce président de la République, et donc plus de limite à sa capacité d'agir seul. Souvenez-vous, au moment des Gilets jaunes, il y a eu cette fameuse initiative qui a été prise autour des cahiers de doléances, c'est-à-dire la capacité pour chacun de s'exprimer, de tenter de reprendre la parole. Et ce qui avait été une idée sans doute marketing et originale au départ, a vite été enterré, parce que aussitôt écrit, aussitôt diffusé, ces cahiers de doléances ont justement été mis de côté, soulignant le fait qu'il y a une véritable difficulté pour le président de la République à penser à un rapport à la démocratie, hors du rapport que lui-même entretient de façon verticale avec l'ensemble des corps intermédiaires et vis-à-vis des Français aussi, parfois par des remarques désobligeantes. Alors par rapport à ça, que faut-il faire? Eh bien, il faut faire tout simplement en sorte que les Français, réellement, se retrouvent acteurs de leur démocratie. Et c'est pour ça que nous disons simplement que si nous ne sommes pas opposés à la démocratie représentative, si celle-ci doit toujours exister, il est évident que, par toutes les façons, il faut remettre les Français au cœur du processus démocratique. Et c'est pour ça que nous proposons un arsenal important, aussi bien sur la forme que sur le fond, pour redonner la parole. Redonner la parole, c'est quoi? C'est permettre tout simplement, par exemple, en renouvelant le référendum d'initiative partagée et en ouvrant un référendum d'initiative citoyenne, donner la capacité aux Français de s'exprimer différemment, en faisant tout simplement de ce mode d'expression un mode comme les autres, et non pas un mode exceptionnel qui est mis de côté depuis trop longtemps en France. Bien entendu, il y a des garanties constitutionnelles autour de ces initiatives, mais la possibilité même de faire rentrer les Français dans le jeu de l'expression directe nous semble essentielle, parce que sinon, ils considéreront, comme ça a été le cas par exemple pour le référendum de 2005, qu'ils sont mis à l'écart de la décision, ou qu'on peut revenir sur les décisions qui ont été prises, ce qui est le pire en démocratie.
Et il est évident que nous voulons aussi qu'ils aient une place tout au long du processus démocratique, d'où notre volonté, par exemple, d'ouvrir une place pour les citoyens en ce qui concerne les études d'impact sur les lois, leur donner la capacité de faire des amendements citoyens, voire des propositions de loi citoyennes. L'idée, c'est que chacun puisse se sentir concerné pour pouvoir agir. L'idée, c'est de faire aussi en sorte qu'on renouvelle la vie démocratique avec une limitation du cumul dans le temps et faire en sorte que nous puissions démocratiser l'accès aux postes électifs. Faire en sorte que, d'une certaine façon, chacun puisse avoir et prendre des responsabilités. C'est aussi, par exemple, améliorer les modalités de vote pour faire en sorte que, tout simplement, des modalités techniques puissent améliorer la capacité de voter. Ça, c'est sur l'aspect démocratique. Mais il y a un autre aspect, c'est la deuxième jambe, c'est de faire en sorte que le Parlement retrouve sa place de lieu où on débat sereinement de la question publique. Et que le Parlement, parce que nous l'avons vu pendant tout ce quinquennat, si, pour vous donner une image, à part les textes sur lesquels on ne pouvait pas le faire, tous les textes de ce quinquennat ont été proposés en urgence. C'est-à-dire, en fait, qu'il n'y a eu qu'un seul débat entre le Sénat et l'Assemblée, parce que la perspective, c'était d'aller vite, et donc, d'une certaine façon, de mépriser le Parlement, parce que les décisions étaient déjà prises par le Président de la République. Donc, redonner du pouvoir au Parlement, redonner du pouvoir au Premier ministre, c'est tout simplement redonner de l'oxygène à un système qui s'épuise autour d'une seule élection, celle de la présidente ou du président de la République, et une fois que ce choix est fait, eh bien on a l'impression que toute la capacité démocratique de notre pays est d'une certaine façon vidée. Et ce n'est plus possible de fonctionner comme ça parce que justement, cette verticalité provoque, et c'est Boris qui l'a dit tout à l'heure, et je suis tout à fait d'accord, de la conflictualité. Parce que tout ne dépend pas d'une seule et d'un seul. Parce que dans un modèle parlementaire, on peut en faire la comparaison avec les autres systèmes qui existent ailleurs, dans un modèle parlementaire, on est dans un modèle de l'apaisement et de la discussion. Et c'est ce qui manque cruellement à cette 5e République macronienne, d'où l'ensemble des propositions que nous faisons en la matière, qui vont, vous avez vu, de l'encadrement du vote à la place de la parité, à une nouvelle place pour les citoyens, en passant par la volonté de renouveler nos institutions, mais renouveler nos institutions de l'intérieur. Parce que nous n'avons pas comme slogan de faire une constituante dont on ne sait pas quelle sera la portée effective, avec le risque qu'elle remette en cause l'ensemble des droits fondamentaux qui sont désormais acquis. Nous pensons qu'il est possible de renouveler nos institutions de l'intérieur en donnant une place principale à celui qui n'aurait jamais dû la perdre, à savoir le citoyen. Voilà. Quelques mots et après on passera aux questions. Je passe la parole à Monique. Oui, enfin moi, mes collègues ont déjà dit beaucoup de choses. Je voudrais juste dire que pour moi, Anne Hidalgo, c'est la candidate de la justice sociale. Je trouve que dans cette campagne présidentielle qui s'amorce, on n'entend pas suffisamment parler de justice sociale. Boris a bien expliqué que les quelques avantages, si je puis dire, qui ont été consentis aux Français l'ont été sous la contrainte. Il est bien évident que le quinquennat d'Emmanuel Macron a commencé par les cadeaux faits aux plus fortunés de ce pays. Et lorsque j'entends notamment Bruno Le Maire, qui aura, n'en doutons pas, une place prépondérante au sein d'un futur gouvernement si Emmanuel Macron était reconduit, d'ores et déjà donner les pistes de la façon dont il faudra récupérer cet argent qui a coulé à flot ces derniers mois, je n'ai aucun doute sur le fait de savoir qui devra payer. Nous sommes, je considère aujourd'hui, les seuls à placer ce sujet de la justice sociale en avant. Il y en a d'autres. Bien sûr qu'il faut avancer sur certains sujets sociétaux, et nous ne serons pas les derniers à parler, par exemple, de la fin de vie et du droit de mourir dans la dignité. Bien sûr qu'il faut parler d'écologie, c'est évident. L'écologie, pour moi, elle est transversale à toutes les problématiques de la vie.
Donc on doit en parler sur tous les sujets. Mais aujourd'hui, la justice sociale qui a été particulièrement mise à mal ces dernières années, nous sommes les seuls à en parler réellement. Aujourd'hui, on nous parle des chiffres du chômage qui sont excellents, enfin, qui sont meilleurs, très bien. Mais le corollaire quand même, c'est qu'il s'accompagne d'une injustice sociale, et une injustice sociale qui sera d'autant plus criante que l'emploi sera revenu à un niveau un peu plus décent. Voilà, je m'arrêterai. Renaud ? Oui. Non, mais moi, juste indiquer que au lendemain de manifestations quand même qui étaient relativement importantes partout, y compris dans ce département, sur la question des salaires, cette question me paraît, enfin, pas qu'à moi d'ailleurs, visiblement à une majorité de Français, elle n'est pas trop évoquée, c'est le moins qu'on puisse dire, par beaucoup de candidats, et c'est finalement une question qui nous est chère aux socialistes, qui est la question de la redistribution des richesses, et quand même le sujet pour le consubstantiel, et si on voulait le dire, le plus important pour nous les socialistes. Parce que on est quand même dans un moment où Boris l'a dit il y a un instant, et Monique vient de le rappeler, plan de relance de 600 milliards d'euros, 400 milliards de l'État, 400 milliards de l'Europe, 200 milliards de l'État français, dans lequel il pleut ces milliards-là dans les entreprises, qui ont des carnets de commandes qui sont parfois intenables, pour plein de raisons, qui peinent à trouver des salariés, et qui nous disent, aux uns et aux autres, et aux collectivités locales en particulier, mais on ne trouve personne parce qu'il n'y a pas la formation, parce qu'il n'y a pas ceci, parce qu'il n'y a pas cela, enfin, pour des raisons toutes diverses, qui certes sont entendables parfois, mais qui à un moment donné posent la question évidemment du salaire. Et dans un certain nombre de métiers, pas besoin de les citer, tout le monde les connaît, le fait qu'il n'y ait pas eu d'augmentation salariale sur les 10 dernières années, voire peut-être même plus parfois, faute évidemment du fait que l'État ne montre pas l'exemple. À la fois parce que certes il y a eu l'augmentation du SMIC, mais qui était limitée à même pas l'inflation, comme on sait qu'il n'y a pas eu beaucoup d'inflation ces dernières années, il y a eu très peu d'augmentation, mais surtout en n'augmentant pas le point d'indice de la fonction publique hospitalière, territoriale et d'État, ce qui représente quand même plusieurs millions de personnes dans ce pays, dont ceux qu'on applaudissait à 20h, à qui on a dit allez-y, gérez la crise, et à la fin, jette du point d'indice. Ça veut dire simplement qu'aujourd'hui, au moment même où on est en train de se parler, avec un 6 ou 7% de croissance dans ce pays, encore une fois des carnets de commandes qui sont incroyables pour plein d'entreprises, il y a aujourd'hui cette question centrale de la redistribution des richesses qui est posée dans le débat. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, la seule qu'en parle, c'est Anne Hidalgo. Moi je veux qu'on dise tout de tous les sujets, mais enfin, aujourd'hui, au cœur de cette campagne, doit maintenant se poser la question qu'à l'occasion d'un plan de relance, qu'à l'occasion de la croissance, qu'à l'occasion évidemment de la nécessité de dire à celles et ceux qui ont combattu contre la pandémie depuis 2 ans, qui sont au bout du rouleau pour certains et pour beaucoup, et pour, je dirais, quasiment tous, notamment dans les services publics, quand vous demandez à une ATSEM aujourd'hui dans une école comment ça va, vous avez la réponse immédiate. C'est intenable avec ces protocoles de d'Ibiza là, plus personne n'y comprend rien. La vérité, c'est que aujourd'hui, l'État devrait montrer l'exemple pour permettre justement des négociations dans le secteur public et le secteur privé. C'est la demande d'une immense majorité de salariés qui étaient dans la rue hier. Moi, je vous le dis, aujourd'hui, la réponse à ce qui s'est passé dans ces manifestations, c'est effectivement Anne Hidalgo qui va le porter dans cette campagne. C'est d'ailleurs la mesure numéro 1 inscrite dans le programme. C'est pour vous dire à quel point c'est la centralité absolue de ce programme. On est vraiment centré sur les gens, sur le mieux vivre, sur les conditions, effectivement, pour que chacun puisse vivre de son travail. Bon, je préfère répondre à toutes les questions. On va passer aux questions. La seule chose que je voulais vous dire, c'est que ça pourrait peut-être apparaître surprenant à beaucoup d'observateurs extérieurs, mais dans les Landes, on est attaché d'abord au socialisme et à la loyauté. Et c'est pas dans la tempête que
on baisse le pavillon. Au contraire, à un moment donné, il faut qu'on soit toujours unis. Et ici, c'est parce qu'on met en œuvre nos valeurs et les préceptes du socialisme depuis toujours, et qu'on montre quelque part que ça porte ses fruits, eh bien, c'est pour ça qu'on est attaché et que pour nous, c'est tout à fait naturel qu'on se retrouve derrière la candidature d'Anne Hidalgo. Donc, il n'y a pas eu d'érosion, du moins dans les élus socialistes dans ce département. On est toujours présent et on le sera jusqu'au bout. On attend vos questions. Si on ne vous a pas assommé. Vous êtes donc le comité de landais de soutien à Anne Hidalgo. Alors certes, vous avez parlé du programme d'Anne Hidalgo, mais on sait que dans une campagne présidentielle, la personne compte beaucoup. Anne Hidalgo, maire d'une grande ville. Comment est-ce que pour vous, elle parle vraiment hollandais? Comment vous allez réussir à parler hollandais? Je pense qu'il y en a d'autres qui ont été présidents et qui maire parlaient de à Paris. toute la France et qui étaient maires de Paris. Je ne pense pas qu'elle soit disqualifiée parce qu'elle est maire. Elle n'avait pas la même image. Au contraire, je pense même qu'elle a montré, en tant que femme, maire de Paris, sa capacité à gérer un ensemble qui est immense, complexe. C'est quand même plutôt des atouts. Une image aussi à l'international, parce que quand vous êtes maire de Paris, vous êtes connecté à l'ensemble de la planète. Et je n'ai pas de doute par contre sur sa connaissance du territoire. D'ailleurs, elle fait un peu le tour de l'ensemble du territoire français aujourd'hui. Elle ne le découvre pas, vous savez, elle n'a pas vécu qu'à Paris. Ses premières années, c'était à Lyon, et dans des quartiers on ne peut plus populaires. Lorsqu'on présente Anne Hidalgo comme la prototype d'une socialiste bobo, pour ceux qui la connaissent un peu, je ne la connais pas, mais je ne sais absolument pas ce qu'elle est, fondamentalement, ce qu'elle a vécu, et ni les politiques qu'elle promeut. Je pense que c'est quelqu'un qui est très proche des gens. Alors, moi, je dirais même au contraire, parce que son histoire personnelle, elle est extraordinaire. Enfin, c'est une petite fille de réfugiés espagnols, petite fille de réfugiés espagnols, dont on peut imaginer l'enfance quand même en France, et qui est aujourd'hui maire de Paris. Enfin, si c'est pas une histoire extraordinaire, celle-là, quand on est né, quand on a des grands-parents qui sont nés au fin fond de l'Andalousie, et qu'on se retrouve maire de Paris, je trouve que, justement, quoi, enfin, je trouve que l'histoire est assez extraordinaire. Après, je trouve aussi dommage qu'on se focalise aujourd'hui sur une image. Et c'est bien, je trouve le problème aujourd'hui presque fondamental. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à une image, à ce que peut représenter quelqu'un, c'est bien sûr important, mais derrière, qu'est-ce qu'il y a? Bon, Emmanuel Macron, il représente quoi? Il parle aux gens des Landes, Emmanuel Macron. Il parle aux ruraux, Emmanuel Macron. Ça m'a échappé en tout cas. Petite anecdote, elle raconte assez souvent sa première mission en tant qu'inspectrice du travail. C'était pas dans un grand restaurant parisien, c'était dans les mines du Forez, dans la région de Saint-Étienne, où justement elle allait mener une inspection dans les mines de charbon autour de Saint-Étienne. Et ça l'avait profondément marqué. Donc vous voyez, elle n'a pas été que maire de Paris dans son parcours personnel et professionnel. Mais c'est justement faire changer cette image-là. Mais on est là pour ça. D'abord, on est là pour ça. Ensuite, chacune et chacun d'entre nous avons aussi découvert son histoire, parce qu'il y a toujours une forme de pudeur à parler de soi. C'est pas évident, surtout quand on a eu une vie difficile, une vie aussi faite d'épreuves. Mais elle a aussi considéré, et Monique vient de le dire, que son histoire pouvait n'avoir rien de singulier. Qu'on pouvait être une fille d'enfants immigrés, fuyant à la fois la dictature et la misère, et devenir maire de Paris et candidate à la présidence de la République. Que ce que la République peut de meilleur, eh bien d'une certaine manière, elle l'incarne. C'est-à-dire que c'est une espèce de refus que les destins soient écrits d'avance. Et ça, c'était extrêmement important dans un pays qui précisément doute de lui-même, doute de son avenir, doute de parfois de ses services publics et de ses institutions, de ses élus, de dire cela et de reconstruire cela. Et face
à des candidats qui soufflent sur les braises, qui soufflent sur les fractures, qui d'ailleurs font feu de ce mal-être des Français, eh bien, elle est la candidate d'un pays qu'elle veut rassembler, un pays uni, réconcilié avec lui-même. Et c'est extrêmement important dans le moment que l'on vit. C'est-à-dire qu'il y a une forme de brutalité qui traverse notre société et le débat politique, et qui nous entraîne dans des abysses dont on ne mesure pas à quel point ils sont funestes. Rappelez-vous que les conditions dans lesquelles Emmanuel Macron a été élu. Il a été élu face à une candidate du Front National, une candidate d'extrême droite qui était aux portes du pouvoir. Il devait en être le rempart. Aujourd'hui, on a 2 candidats Front National aux portes du pouvoir, d'extrême droite aux portes du pouvoir. C'est vous dire à quel point, en réalité, du point de vue de la réconciliation du pays, rien n'a été fait. Et puis, Anne Hidalgo, qui connaît bien la France, en effet, qui grandit dans des quartiers populaires, qui parle, je vais dire d'une certaine manière, les langues de ces catégories populaires, elle fait le choix de mettre les catégories populaires au cœur de son programme, pas pour ne parler qu'à elle, mais comme condition pour parler à tous. Et quand on oublie cela, en réalité, on n'a pas de projet de société qui entraîne tout le monde. L'émancipation des classes populaires, c'est un projet pour tous, en réalité. Et en effet, elle a aussi, par les fonctions qui ont été les siennes, une aura internationale. S'agissant de la question environnementale, par exemple, il y a ceux qui en parlent et puis il y a ceux qui en font. Et si elle a reçu à la COP26 un prix reconnaissant son engagement, c'est parce qu'elle a, de ce point de vue-là, un bilan qui est un bilan reconnu et salué. Elle parle, comme Emmanuel Macron, au chef d'État et du gouvernement de toute l'Europe, par ce qu'elle est. Et ce que beaucoup des candidats peuvent le dire. Elle a eu à subir des épreuves que peu d'autres ont eu à connaître. Je pense aux attentats qui se sont déroulés, pour beaucoup d'entre eux, à Paris. Elle était au centre de crise au moment de l'assaut de l'hypercacher. Et elle a été là auprès des victimes, auprès des forces de l'ordre, non seulement le soir de ces attentats terribles, mais elle a été dans une fidélité incroyable depuis lors auprès de ses familles. Et tout ça, ça forge le caractère d'une femme qui est capable d'assumer les plus hautes fonctions. Et vous voyez, on n'est pas en train d'élire des délégués de classe, même si je ne mesure pas la difficulté de l'exercice. Mes enfants m'en ont témoigné, mais on est dans quelque chose de sérieux. Et la question, c'est de savoir, est-ce que demain on est prêt? Oui, on est prêt parce qu'on s'appuie sur l'expérience acquise par l'équipe de France des maires et des élus locaux. Parce qu'on s'appuie sur le travail des parlementaires au Sénat et à l'Assemblée nationale. Parce qu'on a renoué des liens étroits avec la société civile, avec les organisations syndicales, qu'on a beaucoup écoutées, beaucoup entendues dans leurs travaux, qui se sont mobilisées avec des ONG que nous avons reçues aussi. Et puis des rencontres avec beaucoup de Françaises et de Français à l'occasion des déplacements d'Anne Hidalgo, mais également à l'occasion de l'exercice de nos responsabilités, et nous faisons remonter toutes ces réalités quotidiennes. Vous savez, souvent les médias aiment bien qu'on parle de nous-mêmes, mais les Français voudraient qu'on parle d'eux. Dans cette campagne, on parle de l'accès aux soins, on parle de l'école, on parle des services publics, on parle des mobilités, parce que d'autres débats, sur les prénoms par exemple, à la fin du mois, ça ne remplit pas le frigo. Ah, pas plus que le wokisme. Pas plus que le wokisme. Est-ce qu'il est prévu qu'elle vienne dans les Landes? Écoutez, il y aura déjà un meeting régional, je crois, la deuxième quinzaine de février. Donc ça sera de voir exactement le lieu où ça se produira. Et On imagine mal qu'elle ne vienne pas dans les Landes. on lui fera des propositions pour qu'en effet, elle puisse venir ici si elle le souhaite. Quand vous dites régional, c'est ex-Aquitaine ou Nouvelle-Aquitaine? Ce sera plutôt ex-Aquitaine. Ça sera toujours Bordeaux. Ouais. XL, Là où on dit chocolatine, quoi. Là où on dit pain au chocolat, ça ne regarde plus. Au loin. Elle le dit, elle. Ils ne sont pas chez nous. Voilà ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui. Oui. Du coup, vous disiez, M. Bortillon, que dans les Landes, les socialistes étaient, en tout cas, il n'y avait pas eu de défection, que vous étiez unis derrière cette candidate. Comment vous percevez depuis les Landes, en tout cas, la division de la gauche, la multiplicité des candidatures à gauche pour cette présidentielle qui peut aussi influer sur le nombre de votes que récoltera Anne Hidalgo pour ce scrutin? On la regrette.
on a essayé, en tout cas le Parti socialiste a essayé depuis 2017 de faire en sorte qu'on puisse se rassembler sous une même bannière. La difficulté, c'est que la plupart du temps, les portes ont été fermées et on ne peut que le regretter. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, bien entendu, je pense que les électeurs et les électrices de gauche auraient préféré, probablement, une candidature d'unité. Je rappelle aussi que Anne Hidalgo a fait en sorte que cette candidature puisse advenir. Il n'en reste pas moins que on ne peut pas réunir tout seul si les autres ne veulent pas le faire. On peut encore une fois le regretter. Peut-être que l'exercice de la primaire populaire, si il avait été rejoint, consolidé par notamment Yannick Jadot, aurait pu avoir une portée, mais on ne peut pas rassembler des gens qui ne veulent pas l'être. Et on peut regretter cette situation. Pour autant, à un moment, il faut prendre ses responsabilités, constater qu'il n'y a pas de possibilité qui se dessine dans l'état actuel et repartir sur ce qui fait le cœur en fait d'une élection présidentielle, c'est-à-dire un socle programmatique et des propositions faites à l'ensemble des Françaises et des Français. C'est ce que nous faisons en regrettant toujours qu'il n'y ait pas pu avoir d'union plus large. Mais franchement, pour le coup, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas de notre fait. Enfin, moi, je vais pas... Moi, ce que je déplore le plus, je vais vous le dire sincèrement, ce que je déplore le plus, ce n'est pas le nombre de candidats, parce que si vous regardez toutes les élections, il y a toujours eu beaucoup de candidats à gauche. Ce n'est pas ça mon problème. Ce qui me pose difficulté aujourd'hui, c'est que les termes du débat démocratique tel qu'il est posé actuellement ne concernent pas les sujets qui préoccupent réellement les Français. Et c'est ça qui est le plus embêtant, c'est que les valeurs que nous portons ne puissent pas être débattues aujourd'hui réellement dans le débat démocratique. Et donc c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui, c'est pour faire remonter ces sujets de préoccupation, tels que la justice sociale, tels que la répartition des richesses, tels que la lutte contre la pauvreté, parce que aujourd'hui, si vous regardez, la pauvreté n'a jamais été aussi haute dans notre pays qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il ne suffit pas d'avoir un taux de chômage plus bas pour éradiquer la pauvreté. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de travailleurs pauvres. Donc, réellement, c'est le résultat de ces dernières années. Donc, moi, c'est tous ces sujets-là qui me préoccupent. Vous savez, au département, notre pain quotidien, c'est soutenir les plus vulnérables. Et aujourd'hui, on fait peu de cas de plus vulnérables. D'ailleurs, pour beaucoup, le président de la République, le premier, il a parlé des gens de rien. Voilà. Donc nous, c'est pour eux que l'on parle. Parce que ce qui me pose le plus de problèmes, c'est que ces personnes-là, aujourd'hui, sont éloignées du débat démocratique, sont éloignées du vote, et sont éloignées, malheureusement, des mouvements qui les soutiennent et qui les défendent au quotidien. Et c'est réellement une difficulté aujourd'hui pour notre mouvement politique de pouvoir parler à ces personnes-là et qu'ils puissent avoir conscience que ce n'est pas en excluant, en trouvant des boucs émissaires qui vont améliorer leur situation personnelle. Donc moi, ce n'est pas le nombre de candidats qui me préoccupe, c'est plutôt ça. Néanmoins, dans cette multiplicité de candidats, il y a Christiane Taubira. Est-ce que c'est une fausse bonne idée? C'est une candidate de plus. C'est pas notre idée en tout cas. Donc en tout cas, ça jette plutôt de la confusion dans le choix des électeurs. Et ce qu'on observe, c'est que plus vous faites une proposition large, avec des choses qui peuvent se ressembler par certains aspects, moins les électeurs s'y retrouvent. Donc on nous annonce des participations extrêmement faibles aujourd'hui pour des présidentielles. Et un bloc de gauche faiblissime, comme il ne l'a jamais été sous la Ve République. On ne peut pas s'en satisfaire. Donc il faut que chacun regarde sa responsabilité. Aujourd'hui, il y avait la possibilité éventuellement, au mois de décembre, de faire quelque chose. Je trouve que là, ça arrive très tard. Ça n'apporte rien, si ce n'est de la confusion. Excusez-moi, je dois... Dans l'hypothèse où il n'y aurait pas de candidat de gauche au second tour, est-ce que le meilleur scénario, ce ne serait pas finalement une victoire de Valérie Pécresse,
qui permettrait peut-être de rétablir un débat à En fait, droite on n'est pas des fanats de la politique fiction. Voilà. On n'est pas des fanats. Et pas non plus de Valérie Pécresse, il faut que moi je dois l'avouer, je suis désolé. Voilà, Aussi, voilà. Si on regarde par exemple son bilan sur les transports, sur les lycées, sur un certain nombre de choses, le discours qu'elle tient, parce qu'elle est présidente de région. qui flirte quand même à certains moments avec l'extrême Ça droite. permettrait de rétablir peut-être Moi, justement si un je- débat entre une droite et une gauche. Oui, Et de alors redonner moi peut-être. je vais vous dire par rapport à cette question, de toute façon, je n'ai aucun doute sur ce que sera l'éventuel deuxième mandat d'Emmanuel Macron. Ouais. Voilà. Emmanuel Macron, c'est un libéral. Il a mené une politique de droite, il a commencé très fort quand même, avec ces histoires de ruissellement, de suppression, de flat tax. Il a commencé très très fort. Et effectivement, quand il a lâché un peu les cordons de la bourse sans faire de réformes vraiment structurelles, c'est parce qu'il y a été contraint notamment par les Gilets jaunes. Bon, et ensuite la pandémie. Mais le fond de sa politique, d'ailleurs, enfin, nous on s'en rend compte même physiquement, j'ai envie de dire, au Parlement, les ministres qui comptent aujourd'hui, les ministres qui pèsent dans le gouvernement, c'est pas ceux qui viennent de la gauche. D'ailleurs, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ils restent là. Il y a des ministres de droite qui pèsent rien non plus. Oui, mais enfin, J'ai des noms, hein, ceux j'ai des noms. qui pèsent le plus, c'est les ministres qui viennent de la droite. Après, c'est les maires, c'est des ministres, c'est Darmanin, c'est des ministres qui viennent de la droite. Ouais, Blanquer. Et de toute façon, si Emmanuel Macron doit faire un deuxième mandat, ça sera le dernier, constitutionnellement parlant. Et là, je pense qu'il va se lâcher. Donc, je pense que si votre question c'est de savoir est-ce qu'une victoire de Pécresse ne permettrait pas de revenir à des clivages plus traditionnels, je pense de toute façon que la politique d'Emmanuel Macron et le fait que la bulle LREM explosera puisqu'elle n'existe que par la personnalité d'Emmanuel Macron, qui ne pouvant plus être président de la République une troisième fois éventuellement, bon, se retirera du jeu politique et fera autre chose de sa vie. Je pense que de toute façon, on pourra revenir, alors peut-être pas vers ce qu'on a connu, droite, gauche, de manière aussi, mais peut-être revenir à une, comment dire, à des distinctions fondamentales sur certaines valeurs. Je le pense. Après, que ce soit l'un ou l'autre. Voilà. Le but du Parti Socialiste, c'est pas de choisir le meilleur candidat de droite. Voilà. Mais d'un autre côté, à gauche, est-ce que sans... Je vais faire de la politique fiction, mais est-ce que vous ne craignez pas qu'on ait le même scénario qu'il y a 5 ans, à savoir que Jean-Luc Mélenchon, on ne peut pas le citer, siphonne finalement C'est une bonne question, et c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir si le meilleur allié à gauche d'Emmanuel Macron, c'est pas Jean-Luc Mélenchon, effectivement. Non mais pardon, mais il faut quand même remettre les choses dans leur contexte politique. Là, aujourd'hui, il y a des camps qui sont mobilisés. On le voit à l'extrême droite, on le voit même s'il n'est pas encore candidat autour du président de la République, on le voit chez Valérie Pécresse, et on ne le voit pas à gauche. L'électorat de gauche, qu'il soit chez Jean-Luc Mélenchon, Pierre-Paul ou Jacques, n'est aujourd'hui pas mobilisé. Il faut qu'on se parle franchement. Donc la question, et on voit bien dans les taux d'abstention, c'est chez nous que ça se passe, à la gauche. Donc la question qui est devant nous, là, dans les 60 jours qui nous séparent du premier tour, c'est comment on arrive à mobiliser notre électorat. Si notre électorat se mobilise, je vous annonce que vous pouvez ranger les sondages. Parce qu'il y aura une participation qui sera supérieure, et parce que la gauche peut retrouver un petit peu de lueur. Je le dis, non seulement pour notre candidate, c'est un doux euphémisme que de dire ça si vous regardez que les sondages, mais c'est vrai pour toute la gauche, quelle qu'elle soit. Je veux dire, je ne pense pas qu'aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon soit ravi d'être dans des études à 8 ou 9%, ou 7 ou 8, enfin bon, peu importe, alors qu'il a fait 19 la dernière fois. Bon, je pense que personne aujourd'hui n'est ravi de la situation de la gauche. La vraie question qui est posée maintenant, dans le temps qui nous sépare du premier tour, c'est comment on arrive à mobiliser l'électorat de gauche face à une droite et une extrême droite qui, elle, est mobilisée. Donc, pour celles et ceux qui font l'impasse sur une élection présidentielle, ils vont être pour leurs frais. Parce que ce soit Pécresse ou Macron, je rappelle que Pécresse, quand même, propose ni plus ni moins que le programme de Sarkozy. Hein. Bah, vous faites du copier-coller, hein. Ça n'a échappé à personne. 150 000 postes de fonctionnaires en moins, tout est à l'avenant.
Donc je ne vois pas à quel moment, nous, on pourrait dire, politique, fiction, tiens, il faut aller... Bon, c'est pas le débat. Le débat aujourd'hui sur le fond, il est que la droite est mobilisée, libérale, l'extrême droite est mobilisée, et on l'est pas. Donc maintenant, c'est à nous de dire comment mobiliser l'électorat de gauche qui aujourd'hui reste à la maison. Voilà. Malgré l'offre politique, parce que moi je veux bien qu'on parle de division, mais il y a une offre politique, aujourd'hui elle ne correspond pas. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse encore mieux connaître les idées, de manière à ce que celles et ceux qui se déclarent, qui choisissent en gros le dernier mois, parce que c'est toujours là que ça se passe, sur le dernier mois, se disent, ah oui, il y a une offre possible à gauche, et que notre électorat se mobilise. C'est tout l'enjeu de l'élection d'ici au premier tour. Surtout que je parlais tout à l'heure de candidats putatifs, mais on ne sait pas aujourd'hui, alors on vous parle, quels seront réellement les candidats. Qui sera en condition d'être candidat pour le premier tour? Qui aura ses parrainages? Nous, on n'a pas de problème de ce côté-là. Mais bon, c'est pour ça que fabriquer l'opinion autour des sondages, j'ai simplement vu une statistique, en 50 ans, le nombre de sondages a été multiplié par 40. Fois 40. Ça fabrique aussi d'une certaine façon l'opinion. Donc parlons des vrais sujets, parlons aux Français, ne nous regardons pas le nombril entre partis politiques, chacun a fait ses choix, maintenant il faut aller devant les électeurs et effectivement, comme le disait Renaud, mobiliser la gauche, parce que je pense qu'il y a beaucoup à faire pour les électeurs de gauche et ceux qui en ont le plus besoin dans ce pays. Voilà. Comment vous envisagez cette campagne justement en termes de campagne en temps de pandémie? Il y a eu les municipales déjà, il y a eu les départementales déjà, mais justement, est-ce que ça peut pas vous nuire justement plus aux socialistes qu'aux autres qui se mobiliser en tout cas? Comment non, les gens de gauche ne sont pas plus malades. Alors, non, c'est pas entièrement faux dans le sens où effectivement on a un électorat qui est peut-être un peu moins présent sur les réseaux, qui est un peu plus rural, en tout cas dans ce département. Donc ils ont besoin souvent d'avoir un contact plus direct avec nous. Et c'est vrai qu'on a une pratique aussi politique qui est d'aller au-devant de nos électeurs. Donc on va faire tout ce qui est notre possible pour faire des distributions, faire des réunions, convaincre, et évidemment être également sur les réseaux sociaux, mais ça ne suffira pas. La campagne dans les Landes, elle ne sera pas que virtuelle parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Et en tout cas, ce n'est pas comme ça qu'on a gagné les dernières élections départementales ou régionales. On peut vous le confirmer, même en temps de pandémie. Je le confirme aussi. Je vous confirme. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci.